Le Tour des Stades, votre rendez-vous qui débriefe les rendez-vous du vendredi soir du championnat national. Bienvenue sur FFF TV, bienvenue mon cher Vincent Magniez. Merci Manu, bienvenue à toi aussi. Merci, gentil. On va débriefer depuis le Stade Bauer ce soir, une 19e journée qui a été palpitante. Il y a eu des très très beaux buts, il y a eu des scores fleuves parfois, il y a eu aussi également quelques surprises. Bref, on va débriefer tout ça en découvrant notamment les résultats de ce vendredi. 8 matchs étaient à vivre en direct et en intégralité sur FFF TV dès 18h30. On a eu 21 buts inscrits quand même pour ce vendredi. Une seule victoire à l'extérieur, un nul dont aucun 0-0. Et dans le détail, Nancy qui se relance avec son nouveau coach Benoît Pedretti, Versailles qui fait du surplace, Marty qui continue son petit bonhomme de chemin, Le Puy qui ne perd plus, le Paris 13 qui accroche l'ancien barragiste, le Red Star qui relance une série, Avranches qui se relance aussi et ça plane pour Orléans sous l'ère Nicolas Ouzaï. Vincent, vous êtes prêt pour ce grand Tour de France ? Eh bien on part tout de suite alors dans ces cas-là du côté des Hauts-de-France. USL Dunkerque qui accueillait l'AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine, on le savait, en tout cas qui était malade et qui avait surtout un nouveau coach, Benoît Pedretti, qui a pris la suite d'Albert Cartier. On va tout de suite aller prendre le pouls justement du côté de Marcel Tribu. On va aller retrouver notre ami Frédéric Touchard. Bonsoir Frédéric. Salut Manu, salut Vincent. Le renouveau nancéen est passé ce soir ici par Dunkerque. Nancy qui s'est imposé 3-2 dans cette rencontre envolée pour les Nancéens qui ont réussi d'extrêmement belles choses. Le premier tournant de cette rencontre est intervenu à la 19e minute avec l'explosion après 2 cartons jaunes de l'Everton Pierre, l'international haïtien, laissant les partenaires dunkerquois à 10 face à 11 Nancéens. Il n'a pas fallu longtemps pour voir Nancy ouvrir le score par le capitaine El Ainaoui. C'était le seul et unique but de cette première mi-temps. Pour voir un deuxième but, il a fallu patienter la 55e minute. Et le but de Cissé, joueur extraordinaire qui a réussi de très très belles choses ce soir. Ça faisait 2-0. Les Dunkerquois ont pu revenir au score avec Amadou Bassi qui a égalisé à la suite d'un coup franc d'Alain Ipiédé, mais joueur de courte durée puisque Thomas Robinet, nouveau sur un service de Lamine Cissé, a inscrit le 3e but. Et cerise sur le gâteau, il a fallu un nouveau but, un superbe but de Mboné pour réduire le score une nouvelle fois des Dunkerquois. Mais 3-2, les Dunkerquois s'inclinent à domicile et prennent pour la deuxième fois la saison 3 buts après 3 buts encaissés face au CS Sedan Ardennes au mois d'octobre. Vincent, c'est la fin d'une série noire désormais pour l'AS Nancy-Lorraine et la première de Benoît Pedretti qui commence de la meilleure des manières. Exactement, surtout que Nancy n'avait connu qu'une seule victoire à l'extérieur, c'était à Concarneau. Ouais. Et derrière ça, ils avaient lancé une série, donc de 3 victoires d'affilée. Donc aujourd'hui, une deuxième victoire qui leur fait forcément beaucoup de bien et qui va peut-être leur rappeler cette victoire début septembre à Concarneau pour relancer pourquoi pas une série, pour revenir en haut du classement, essayer en tout cas de batailler avec ceux qui vont essayer de monter face à un adversaire qui a vraiment énormément de mal à domicile. Sa dernière victoire à domicile d'ailleurs c'était face à Saint-Brieuc fin septembre et pourtant elle est toujours pas décrochée. Elle est toujours pas décrochée. Le fait du match, et Fred nous en a parlé justement à l'instant dans le duplex, c'est quand même la jeunesse au pouvoir du côté de l'AS Nancy-Lorraine avec le but de Naël El Ainaoui, avec le but aussi également de Cissé, les deux jeunes pousses, les deux grands espoirs de la SNL. Et puis on notera quand même le nouveau but de Thomas Robinet. Si Thomas Robinet va, un petit peu moins jeune, mais il reste jeune Thomas Robinet. Toujours. Si Thomas Robinet va, la SNL doit bien aller aussi. Ouais, et puis ça va encore lui donner encore un peu plus de confiance à Thomas Robinet parce que c'est vrai que 3 buts inscrits pour Thomas Robinet, c'est quand même assez rare pour lui. On passe désormais aux réactions d'après-match où justement Frédéric Touchard était en zone d'interview. Il a laissé traîner son micro et est parti surtout nous recueillir ces quelques réactions. Oui, il y a eu les circonstances du match aussi qui ont fait qu'on s'est retrouvé à 1 de plus et ça nous a aidé dans cette faculté à garder le ballon et à proposer des choses offensivement. Maintenant, encore une fois, on se compte 10, par contre on est trop vite en danger, on s'est pris 2 buts, on a failli se faire égaliser alors qu'on doit maîtriser le match, qu'on doit avoir un peu plus de maturité et surtout les coups de pied arrêtés, on en avait parlé, on savait que c'était des coups de pied arrêtés, pas prendre de rouge, il fallait être vigilant là-dessus. On n'a pas pris de rouge, par contre on a concédé 2 sur coups de pied arrêtés et c'est trop parce que si à chaque fois on doit mettre 3 buts pour marquer, ça va être dur. C'est une première étape simplement. Voilà, il y a encore énormément de travail pour faire mieux et j'en attends pas moins d'eux, en tout cas dans l'investissement et dans la générosité qu'ils ont montré aujourd'hui. Comme Dunkerque joue à 5 derrière, j'ai envie qu'on ait 2 joueurs très très hauts sur les côtés et qu'on aille provoquer en 1 contre 1 et c'est ce qui a été fait et souvent fait, donc ça c'est très bien parce qu'on a des qualités, que ce soit Lamine, que ce soit Lenny, que ce soit Taha, on a du monde
qui sont capables d'éliminer dans ces 1 contre 1, donc faut pas hésiter. Et puis je leur ai dit, on rate une fois, c'est pas grave, on y va une deuxième fois et puis une troisième fois. Faut qu'on prenne confiance en nous, faut qu'ils prennent conscience de leur qualité et faut qu'ils fassent confiance les uns avec les autres. Et quand on en sera là, déjà on aura gagné une étape. 3-2, on sauve un but sur la ligne, rien ne sera facile. C'est l'image, c'est rien ne sera facile dans ce championnat. Et tout le monde peut battre tout le monde, on a encore vu avec les résultats de ce soir. Et la générosité, l'envie de travailler ensemble, l'humilité, on fait qu'on a eu ce petit brin de réussite, mais la réussite, il faut aller la chercher. Et aujourd'hui, on a mis tous les ingrédients. Toute la semaine, on a mis les ingrédients pour avoir ce petit plus ce soir. Moi, je suis très mécontent. C'est pas ça. Après, c'est l'entame qui va pas dans ce qu'on avait envie de faire et de jouer. Trop décontracté, pas assez concerné, trop de pertes de duels. Alors que, avec tout le respect que j'ai pour Nancy, je pense que sur l'attaque qu'on a et leur défense, notamment comme on les avait prévus sur les côtés, il y avait la place. Et on l'a vu, malgré ça, on a eu beaucoup de situations ce soir. Énormément de situations. Notamment sur la fin. Voilà, sur la fin, je vous dis, avec l'arrêt du gardien, même à 0-0, la frappe d'Ipiélé en première mi-temps. Mais bon, voilà, c'est une leçon. Quand vous ne prenez pas les matchs par le bon bout, vous n'êtes pas récompensé. Si vous l'aviez pris par le bon bout, ou que le carton rouge aurait été injuste, le bon Dieu du foot, il vous aurait récompensé, vous auriez égalisé. Mais l'analyse, elle s'arrête à la 15e minute. Voilà, pour ma part. Cap désormais dans le pays Bressan où Bourg-en-Bresse-Péronnin recevait l'EFC Versailles. Victoire des Burgiens d'Alain Pochat. C'est Julien Vert qui va nous raconter ce qu'il a vécu pour nous sur FFF TV. Bonsoir Julien, on a hâte d'entendre votre récit d'une soirée assez particulière. Bonjour Manu, bonjour Vincent. Eh bien, ce soir au stade Marcel Verchères, Bourg-en-Bresse-Péronnin a réussi à s'offrir sa 2e victoire à domicile cette saison. Et une nouvelle fois, c'est face à un leader du championnat que les hommes d'Alain Pochat réussissent à remporter ce succès. Tout a vraiment bien commencé avec la première réussite de Raphaël Gerbeau, nouveau venu dans cette équipe qui a claqué un but dès la 9e minute. Une reprise de la tête sur un service de Mathieu Ezikian. Les joueurs bressans qui dominaient le début de partie et qui réussissaient même à doubler la mise. Antoine Mille, alors que l'on approchait des 25 premières minutes de cette partie, réussissait à s'emmener le ballon sur un service d'Aliou Dembélé, ouvrait son pied gauche et allait nettoyer la lucarne de la cage de Versailles. Les joueurs de Versailles qui peu à peu réagissaient mais qui ne parvenaient pas encore vraiment à inquiéter le portier bressan Franck Lostis, jusqu'à ce que Jermaine Lens se procure lui-même un coup franc placé aux abords de la surface de réparation. Juste avant la mi-temps, il plaçait parfaitement le ballon et Bourg ne bouclait alors la première période seulement que sur le score de 2-1. Dans le deuxième acte, les joueurs de Bourg-en-Bresse devaient faire face à une équipe réorganisée de Versailles. Chris avait cherché à changer son système de jeu à la pause. Les joueurs bressans profitaient finalement d'un penalty dans un temps fort de Versailles pour essayer de reprendre un but d'avance. Ce penalty était transformé par Mathieu Ezikian. Cela nous donnait le score de 3-1. Les Bressans qui continuaient de dominer les débats. En plus, en face, Versailles perdait un joueur sur blessure. Les joueurs de Versailles qui avaient fait tous leurs changements étaient obligés de finir à 10 contre 11. Finalement à 10 contre 10 avec un carton rouge récolté par Jordan Morel du côté bressan. Les Burgiens s'imposent 3-1 à domicile. Leur deuxième succès seulement depuis le début de la saison sur leur pelouse de Verchères. Et une nouvelle fois face à un leader. Décidément, Bourg-en-Bresse aime bien s'offrir les gros à la maison. Je disais une soirée assez particulière Vincent parce qu'il y a eu des beaux buts, on va y revenir dans quelques instants, mais parlons un petit peu justement de la photographie pour ces deux équipes et notamment un enseignement qui nous saute aux yeux maintenant, c'est que Versailles marque le pas maintenant depuis 2 matchs. Surtout face au Puy où on a quand même l'impression qu'elle avait quand même loupé un petit peu le coche. C'est une très belle équipe du Puy, on va revenir un peu plus tard quand on va débriefer cette équipe Pono, mais c'est vrai qu'elle avait encaissé en plus sur les 4 derniers matchs qu'un seul but et là c'est 3 aujourd'hui. Face à une équipe de Bourg qui a aussi beaucoup de mal à domicile. Elle enchaîne simplement sa 2e victoire à domicile depuis le début de saison. Mais encore une fois, pour l'équipe d'Alain Pochat qui va retrouver énormément de confiance après cette victoire. Comme quoi, en fait, à domicile, Bourg-en-Bresse n'aime que les gros. Ouais, exactement. Bourg-en-Bresse n'aime que les gros. Bourg-en-Bresse qui avait du mal à domicile, vous l'avez dit Vincent. Il y a eu quand même 2 faits dans ce match. Et j'ai envie d'aller titiller un petit peu votre sensibilité. On a vu 2 buts absolument fantastiques. Antoine Mille notamment, avec cette frappe à l'extérieur de la surface de réparation. Il y a ce coup franc aussi également de Jermaine Lens.
c'est lequel le plus beau but du côté de Marcel Vécher, excusez-moi, ce soir? Deux styles différents du coup, parce que Jermaine Lens, en fait, on l'avait vu, je crois, c'était contre Avranches il y a quelques semaines, il avait mis un but somptueux dans le jeu. Là aujourd'hui, c'est sur un coup franc. Donc en fait, Jermaine Lens nous montre simplement qu'il a un panel footballistique assez large. Et par contre, le but du jeune mid, il est magnifique aussi, parce qu'il se remet sur son pied gauche en éliminant directement son défenseur direct, et derrière l'enroulé est juste magistral. Exactement, Antoine Mille, l'une des belles révélations de cet exercice 2022-2023. On retourne du côté de Marcel Vécher, où justement Julien Vert nous a récolté une petite réaction à l'issue de ce match. Raphaël Gerbeau, c'était sorte première à Verchères, premier but, première victoire, c'est un début parfait? Ouais, je suis content. En plus, il y a la victoire au bout, donc c'est les débuts parfaits. Et puis, franchement, comment c'est mieux dans son nouveau club, je suis très content pour l'équipe, pour moi aussi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à lancer une série et poursuivre cette série de victoires. Bourg-en-Bresse avait pas trop l'habitude de gagner cette saison à domicile. Ça fait 2 fois que l'équipe fait tomber les leaders. Il y a une recette là pour faire chuter les grosses équipes. Bourg préfère jouer les grosses équipes? Non, après, je sais pas si c'est ça forcément, mais on est toujours motivé à l'idée de jouer des gros matchs à domicile qui plus est. Donc c'est des bonnes choses. Après, faut continuer, faut pas s'enflammer, faut retourner au travail dès lundi pour faire perdurer cette série de victoires, comme j'ai dit. Alors vous n'étiez pas là en début de saison, mais ça avait longtemps un petit peu travaillé l'équipe de ne pas réussir à gagner à Verchères. Vous avez senti, vous, dans la préparation du match cette semaine, maintenant l'équipe elle est un petit peu plus libérée, elle est plus sûre de sa force à domicile? Ouais, après, il y a vraiment de la qualité dans le groupe, donc je pense qu'on est sûr de notre force, on sait ce dont on est capable de faire. Donc après, que ce soit à domicile à l'extérieur, je ne sais pas si ça influe trop, mais écoutez, pour l'instant ça nous réussit, donc on va continuer comme ça et c'est bien. Pour votre première à domicile au Stade Verchères en national, on a vu qu'il y avait des gros contacts. Il y a une différence entre le National 2 et le National, forcément. On vous a un petit peu souhaité la bienvenue ce soir. Oui, c'est ça. Après, faut se mettre rapidement au niveau. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis ça nous a réussi ce soir, comme j'ai dit, donc c'est tant mieux. Allons nous réchauffer et cap au sud désormais du côté du FC Martigues, où on va aller se rendre même du côté de Francis Turcan, plus précisément le stade du FCM, où nous attendent un beau tandem, une belle doublette, Xavier Martel et Johan Ezzedine qui ont vécu ce match pour nous. Bonsoir messieurs, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Ce soir, Martigues est leader du championnat national au bout de la 19e journée. Qui l'aurait cru? Johan, Martigues a fait le boulot ce soir, se rattrapant de la semaine dernière face à Cholet. Ouais, une place de leader, pas usurpée, Martigues qui a réussi à trouver la faille très trop dans la partie au bout de 38 secondes. Et Martigues qui a plutôt bien géré la rencontre, qui a fait preuve de beaucoup de solidarité en deuxième mi-temps pour éteindre les velléités Castelroussine. Châteauroux qui retombe un petit peu dans ses travers et qui a manqué d'inspiration ce soir, hormis sur une dernière occasion bien menée à la 94e minute, mais la parade de Jérémy Emes a fait la différence. Ouais, Johan, Châteauroux qui a aussi subi la blessure de Ferris Ngoma, ça a perturbé quand même l'effectif de Maxence Fachez. Mais Châteauroux qui a montré quand même de belles choses, mais face à ce Martigues en ce moment, il n'y a rien à faire. Ouais, Châteauroux qui avait bien repris du poil de la bête à la demi-heure de jeu. C'est les Castelroussins qui avaient les meilleures occasions de but. Cette sortie d'Ngoma qui a un peu perturbé l'équilibre collectif. Et Châteauroux qui n'a jamais retrouvé le fil. Et Martigues qui a pu finalement s'installer dans cette rencontre sans trembler. Et une victoire somme toute méritée pour le leader martégal. Johan, j'ai envie de dire, le fait marquant, il y en a peut-être 2. C'est encore une fois Aminemia, étincelant, 7e but de la saison. C'est le meilleur buteur de Martigues cette saison. Et aussi la boulette, on ne peut pas dire autre chose, de Paul Delecroix qui offre sur un plateau le but à Emia. Il a glissé sur une pelouse un petit peu dure, peut-être mal chaussé Paul Delecroix, mais il a glissé et Martigues en a profité. Ouais, tout s'est joué en fait dans la première minute, cette erreur un peu grossière de Paul Delecroix qui a ouvert la voie du succès des Martégots. Voilà, c'est très dommageable pour les Castelroussins qui s'étaient imposés, qui nourrissaient de grosses ambitions sur ce déplacement pour démarrer une série. Mais la saison galère de Châteauroux continue. Manu, Vincent, c'est l'enseignement de cette 19e journée. Martigues sera leader au soir de la 19e journée, même si Concarneau s'impose face au Mans. Martigues est premier, on le rappelle, Martigues promu de National 2, mais sera bien leader ce soir au soir de la 19e journée. Martigues, Vincent, handicapé par les blessures, par les absences, par les suspensions, mais Martigues qui aura fait la différence dans les 30 premières secondes de jeu, qui aura bien exploité en tout cas une grosse erreur de la défense de la Berrichonne Châteauroux.
savoir bénéficier en fait des erreurs des autres, en fait, ça fait aussi partie des grosses équipes. Savoir pallier au nombre d'absences ou suspendus, c'est aussi, ça fait partie aussi des grosses équipes. Alors Martigues, le premier match de la phase aller avait perdu à Versailles, le premier match de la phase retour avait perdu à Cholet. Et on sait qu'après le match de Versailles, elle avait enchaîné une série de matchs sans défaite assez incroyable. Est-ce que là, c'est reparti pour c'est l'avenir qui va nous le dire. Exactement. Mais le FC Martigues, en tout cas, continue son petit bonhomme de chemin. Là, encore une fois, une petite réaction glanée par Xavier Martel à l'issue de cette rencontre. Vous êtes leader ce soir de championnat. Ouais, franchement, on s'y attendait pas. Après, surtout un match compliqué à Cholet la semaine dernière. On avait vraiment à cœur de faire un bon match aujourd'hui à la maison. On voulait montrer à nos supporters qu'on voulait remettre le couvercle et on a été récompensé ce soir, ça fait plaisir. Après voilà, c'est le cours du championnat, Versailles a perdu, c'est tant mieux pour nous, mais bon, voilà, il faut continuer comme ça, le championnat il est encore long, il reste beaucoup de matchs et il faut une régularité. Hakim, gros match de la part de votre équipe, encore une fois Aminemia qui marque un but, mais gros match aussi de l'arrière-garde, on a dit Martegal, vous, Jakabi, Zouaoui, Toussaint, Soali qui est rentré, gros match aussi de la défense centrale ce soir. Ouais, franchement, on avait des gros clients offensivement. On savait que Châteauroux, ils avaient une grosse équipe offensive et qu'ils étaient bons en contre-attaque. Donc on a été mis en garde, on a regardé des vidéos, etc. Et voilà, on a essayé de mettre en pratique ce qu'on a travaillé cette semaine dans l'entraînement. Tant mieux pour nous, ça nous a réussi ce soir. Hakim, est-ce que dans un coin de la tête, il y a la montée ou c'est encore trop tôt? Non, c'est encore tôt. Je vous dis la vérité, on pense au maintien. Après le reste, c'est que du bonus. On va peut-être pas revivre une saison comme ça avant longtemps, donc on prend vraiment du plaisir et après ça serait bien qu'on soit à ce niveau-là en mai. Voilà, en janvier c'est vraiment tôt et on sait que d'autres ont été à notre place à ce moment-là de championnat et au final ils ne sont pas montés, donc non, on ne pense pas trop à ça pour l'instant. Partons désormais du côté de l'Auvergne, du côté du Puy-en-Velay où nous attend notamment Anthony Perel au stade Charles Massot. Bonsoir Anthony, le Puy Foot accueillait le SO Cholet, le match nul, un but partout, ça c'est le résultat, c'est celui dont on dispose ce soir, mais pour le contenu, on a hâte d'avoir un petit peu votre éclairage. Salut Manu, salut à tous. Un partout ici au stade Massot entre le Puy et Cholet. Après un premier acte assez équilibré, la partie s'est décantée en début de seconde période. Bon travail de Robin qui sert le Méoté dans la surface de réparation. Le co-meilleur passeur du championnat est déséquilibré. Penalty. Le Méoté se fait justice lui-même, contre-pied parfait pour battre Yann Maria et mettre Cholet devant à la marque 1-0, donc c'était la 55e minute de jeu. Une ouverture du score qui a permis au Puy de se libérer et de revenir dans cette partie une quinzaine de minutes plus tard. Bon centre de Mohamed Benfredj pour trouver la tête de Fillon qui ne laisse aucune chance au portier de Cholet. Un partout, 70e, il restait 20 minutes à jouer. Le Puy a poussé, Sangaré a trouvé le poteau pour les Poneaux, la 82e minute de jeu, c'était la balle de match. Finalement le score n'évoluera pas, un partout, la belle affaire, elle n'est pour personne. Le Puy est désormais à 5 points du premier non relégable, Cholet à 5 points de la seconde place. Vincent, belle performance du Puy encore. Belle performance du Puy parce que ce soir, mine de rien, ils sont menés par un outsider solide de ce championnat national, le SO Cholet, et ils vont réagir et surtout ils vont encore prendre un point. Ouais, Cholet, c'est l'une des belles équipes de ce championnat. Alors c'est vrai qu'ils avaient super bien réagi après leur défaite il y a 3 semaines face au Red Star où ils avaient pris une belle claque quand même. Ils étaient sur 2 victoires d'affilée. Ils sont allés au Puy avec toujours leur certitude. Mais on l'a dit en fait justement quand on débriefait un petit peu Versailles, on disait qu'on les avait vus nous, donc cette équipe Pono. Ils avaient réalisé quasiment le match parfait à Versailles la semaine dernière avec encore une fois un travail extraordinaire de Roland Vieira et d'Olivier Mianet dans le recrutement. Parce que les trouvailles de là et Bourguillon et là, plus récemment Bagayoko, le Puy, encore une fois, c'est une équipe qui pourrait se maintenir. Exactement. En tout cas, ils sont en train de montrer des très belles choses. Et Roland Vieira en parlait justement la semaine dernière lorsqu'on a pu le croiser. Roland Vieira qui disait que généralement, il est habitué, lui, dans sa carrière, à des phases retour beaucoup plus sereines et tranquilles, plus positives en tout cas que les phases allées. C'est tout le mal qu'on souhaite à Roland Vieira. Roland Vieira, justement, qui répondait aux questions de Samuel Joubert, Roland Vieira et Stéphane Rossi, l'entraîneur, bien sûr, du SO Cholet. Ouais, moi c'est quand même la satisfaction qui domine parce que voilà, j'aime voir l'équipe comme ça, j'aime voir les joueurs comme ça. Voilà, je crois qu'on a beaucoup d'occasions franches. Alors après, voilà, nous deux. Ouais, non, parce qu'on les a même pas mal joués. Donc, et puis après, on a eu une équipe aussi qui défendait bien en face. Ouais, c'était un beau match de national face à une belle équipe de national Cholet bien en place et qui était venue pratiquement faire le scénario parfait en nous mettant ce but sur penalty. Et après, on était capable de voir ce que je trouve qu'on voit souvent sur nos deuxièmes parties de saison, un peu de folie en fin de match, de l'ambiance un peu dans les tribunes aussi. Donc voilà, c'était très plaisant.
Après, c'est dommage qu'on mette pas ce deuxième but pour justement lancer vraiment notre deuxième partie de saison. Et on sait que ce virage-là sera important. Et là, ça joue vraiment à très peu de choses. Donc c'est un peu frustrant. Mais ce qui domine, c'est quand même la satisfaction de voir l'équipe comme elle doit être. Bah, c'est ça qui est frustrant dans le foot, c'est qu'on peut être bon et se faire avoir sur des petites erreurs d'inattention. Donc voilà, il faut le corriger pour les prochains matchs parce que ça va vite arriver avec le match de vendredi prochain contre Châteauroux qui sera quand même décisif pour la suite. Donc voilà, régler ces petits détails, mais on a montré un beau visage sur la deuxième mi-temps. C'est frustrant encore une fois de pas mettre le deuxième et de l'emporter, surtout à domicile parce que c'est important, je pense, pour le prochain maintien de gagner à domicile. Écoutez, un match de football dure 90 minutes, voire plus. Je dirais que sur les 60 premières minutes, on a maîtrisé, on était dans ce qu'on voulait faire. Et dès lors qu'on a pris le but, qu'on a marqué, on a souffert. On a souffert et si on analyse uniquement les 30 dernières minutes, on mérite de le perdre. Ça, c'est mon sentiment. Donc ça veut dire que je suis soulagé d'avoir pris un point, parce que sur la fin, c'était compliqué. Mais je suis déçu du comportement général sur les 30 dernières minutes. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. C'est une des premières fois où on est autant bousculé sur un plan physique, athlétique, parce que c'est là où on a pêché. On revient en région parisienne, à quelques encablures ici du Stade Bauer, cap sur le 13e arrondissement et le quartier des Gobelins, où le Paris 13 Atlético recevait le FC Villefranche. Score final, 1 but partout. C'est Maxime Blanc qui avait ouvert la marque à la 20e minute de jeu. Son deuxième but cette saison, un geste d'attaquant pur à la réception bien sûr de ce ballon venu de la gauche. Et puis 5 minutes plus tard, le Paris 13 Atlético qui va venir égaliser par Louzif. Son premier but en national à la réception d'un bon centre cette fois-ci venu de la gauche. Vincent, le Paris 13 qui endigue un peu une série négative qui a commencé à la mi-décembre dernier. 3 défaites d'affilée, hein. Donc Vincent Bordeaux, je pense qu'il avait à cœur aujourd'hui dans son stade d'enrayer cette série. C'est chose faite avec les 8 nouvelles recrues. Alors je ne sais pas si les 8 étaient qualifiés, mais en tous les cas, il y a eu un très très gros recrutement qui a été fait. Et c'était pas chose facile face à Villefranche parce que on les a vus la semaine dernière. En fait, c'est une équipe qui a quand même fait chuter le Red Star. C'est une équipe où il y a d'énormes talents et il leur faut pas grand-chose aussi à cette équipe pour aller titiller l'eau du classement. Exactement, mais Villefranche accroché en tout cas par un relégable. Preuve que côté Caladois, pour le moment, c'est quand même un bon nul à l'extérieur, mais côté Caladois, en tout cas pour le moment, on n'a pas encore relancé complètement une série 100% positive. On reste en Ile-de-France. Je vous l'ai dit, je le répète une 3e fois, on est au Stade Bauer ce soir parce qu'on a suivi le match entre le Red Star et le CS Sedan Ardennes. On va revenir sur les faits du match et après on va aller chercher bien sûr votre éclairage, Vincent. Quelque part, le Red Star a fait la différence en première période en 3 minutes. Le Red Star qui va profiter de 2 errements défensifs sedanais. Déjà par Rikanga qui va s'y prendre par 2 fois, passer la demi-heure de jeu. C'est son 4e but cette saison pour l'enfant du club. Et puis pour Cherendoy, dans la foulée, je vous le disais, 3 minutes plus tard, qui va venir doubler la mise. Son 4e but aussi à titre personnel dans cette saison 2022-2023. Alors il y a Maxence Carlier qui va réduire la marque pour son premier but sous ses nouvelles couleurs dans le temps additionnel de la première période. Derrière, on va avoir un match qui va être très accroché, pas forcément énormément d'occasions, parce qu'on a eu le droit ce soir à un match équilibré entre 2 très grosses écuries du championnat national. Ouais, Sedan qui a montré d'énormes capacités, même si elle est privée, elle était privée en tout cas aujourd'hui d'attaquants comme Ramalingom, Bekeshi aussi qui n'était pas là. Du coup, un système où Olivier Saraglia a dû s'adapter. Et malgré tout, en fait, elle a quand même fait douter bien plus d'une fois cette équipe du Red Star qui devait réagir après sa défaite la semaine dernière à Villefranche. En revanche, ce qui est positif pour le Red Star aujourd'hui, c'est que je dirais que par rapport à ce qu'elle a montré à domicile, sur les matchs précédents, elle s'est créée bien moins d'occasions. Par contre, elle a été beaucoup plus tueuse. Elle était beaucoup plus tueuse. Est-ce que Vincent, justement, ne serait pas un peu le résumé de cette soirée, c'est-à-dire la gestion, on dit souvent dans le football moderne, la gestion des temps forts et temps faibles, c'est peut-être là que le Red Star a, on va dire, pris l'ascendant sur Sedan? C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce genre de match, même dans la difficulté, il faut savoir les gagner et c'est ce que le Red Star a réussi aujourd'hui. Exactement. On a eu le droit à un match accroché. Preuve aussi également que la tension est en train de monter du côté du championnat national. Habib Bey réagissait à votre micro. C'était à l'issue de cette rencontre. On savait que c'était une opposition qui serait difficile à manœuvrer.
C'est vrai, je le reconnais, c'est pas le plus beau football qu'on ait pratiqué. Les joueurs se sont un petit peu plaints de la sécheresse du terrain. C'était une demande de leur part à l'époque où il était très, très humide. Donc on avait décidé de ne pas lancer l'arrosage et peut-être que ça a gêné un petit peu dans la fluidité du jeu. On a été d'accord avec Olivier pour reconnaître que ce n'était pas le meilleur match techniquement qu'on ait vu de national. Maintenant, il faut savoir gagner ce type de match. C'est ce que j'ai dit à l'équipe, il reste 15 finales où ça sera difficile, où l'adversaire va nous mettre en difficulté et il faudra parfois aller chercher des valeurs qui sont différentes de combat, ce qu'on n'avait pas vu à Villefranche, donc on a vu ça ce soir. C'est très appréciable, nous on va continuer à soigner cette logique de jeu, mais les points sont là et c'est quand même le plus important ce soir. Justement, tu dis pouvoir gagner ce type de match, être capable justement de tuer l'adversaire au moment où il y a un petit peu de faiblesse défensive. Oui, exactement, parce que quand on regarde la première mi-temps, et je l'ai dit aux joueurs à la mi-temps, franchement, le 2-1, il est flatteur. À la mi-temps, le 2-1 est flatteur. Je suis un peu agacé du but qu'on prend parce que sur la disposition un petit peu tactique, on n'est pas en place. Mais c'était assez bien payé quand même de marquer 2 buts sur la première période, parce qu'ils ont quand même certaines occasions, notamment la frappe de Gomel qui passe pas loin, je pense. Donc non, il faut savoir justement faire le dos rond. Peut-être qu'en ce moment, on a moins d'intensité, ce qui est normal aussi au vu de notre saison. Donc on essaye de passer par le jeu et je suis allé voir certains joueurs de mon équipe et je leur ai dit, je t'attendais sur pas mal d'aspects dans le jeu et je t'ai retrouvé sur la valeur essentielle d'un match de football, c'est aussi le combat. Je prends l'exemple de Demby que j'ai sorti au bout de 39 minutes à Villefranche ou 36 minutes à Villefranche. C'est très difficile pour un joueur de vivre ça. C'est presque même parfois vu comme une humiliation. Lui, il l'a très bien pris, il a travaillé cette semaine et ce soir, je lui ai dit, Fred, j'ai pas vu le joueur que j'ai vu sur les 6 premiers mois capable de faire jouer l'équipe. Par contre, j'ai vu un joueur qui, dans le combat, a été remarquable. Donc ça, c'est des vertus et des valeurs qu'il nous faut pour ce championnat parce qu'on voit que c'est difficile pour toutes les équipes. Ça l'a été pour nous la semaine dernière, ça l'a été encore ce soir. Mais je vous dis, le principal, c'est les 3 points et on va continuer à travailler comme on le fait depuis maintenant plus de 6 mois parce que ça va être dur. Après, à Vibey, Vincent, on a quand même tendu notre micro, bien sûr, vis-à-vis du CS Sedan Ardennes. Et on est allé chercher la nouvelle recrue, Geoffrey Karchi. C'est un peu l'arrivée surprise, on peut le dire, du côté des Ardennes dans ce mercato d'hiver, arrivé dans les toutes dernières minutes de cette fenêtre de transfert. Geoffrey Karchi qui nous explique pourquoi il a quitté Le Mans pour rejoindre Sedan. Vous allez voir, il est question de projet sportif. Le fait que déjà d'une c'est un club familial, qu'ils avaient très envie que je vienne au club. Donc voilà, j'ai eu les motivations du directeur sportif et le projet qu'il m'a montré m'a beaucoup plu. Je connaissais Guillaume Cousse, Romain Fleurier, donc l'intégration s'est faite rapidement. Donc ils m'ont intégré au groupe et tout s'est très bien passé pour moi. La chanson du bisutage, tu peux nous la dire ou pas? Non, pas encore là, je ne l'ai pas faite encore là. Je pense qu'elle sera pour vendredi prochain. Allez, cette fois-ci, on quitte définitivement la région Île-de-France et on va partir du côté du bord de mer, ouais, tout à fait, de la Normandie. C'était le duel de l'Ouest, un duel aussi également de la peur entre Avranches et le Stade Briochin. Avranches qui était relégable, le Stade Briochin qui était en pleine bourre sur une très très belle série, qui espérait sortir justement de cette zone rouge. Aurélien Renaud a suivi ce match pour nous depuis René Fenouillère. On va tout de suite prendre le pouls avec vous. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Avranches était ce soir le théâtre d'une rencontre d'importance entre bien sûr l'US Avranches d'un côté mais aussi le Stade Briochin de l'autre, 2 équipes relégables avant cette 19e journée. La rencontre entre les 2 formations a été disputée plutôt équilibrée avec des situations de part et d'autre en première période. L'US Avranches a réussi cependant avant l'heure de jeu sur situation arrêtée à ouvrir la marque par l'inévitable Issane Sako, auteur de son 7e but. Un but qui a tout changé forcément dans cette rencontre. L'US Avranches derrière s'est contenté de défendre. Le Stade Briochin a eu beaucoup plus de mal à attaquer. Et à l'arrivée, les Manchois auraient pu doubler la mise à de nombreuses reprises. Mais le portier prêté par le Racing Club de Strasbourg à la Bellarouche a fait des merveilles et maintenu le Stade Briochin en vie tout du long de la 2e période. A noter que la rencontre s'est terminée à 10-11 suite à l'exclusion de Fodé Guirassi suite à une échauffourée entre différents joueurs sur la pelouse. Mais à l'arrivée, ce sont bien les Manchois, les Normands, les hommes de Damien Haute qui se sont imposés sur la plus petite des marges et qui renouent avec le succès, eux qui n'avaient pas encore gagné en 2023. Merci Aurélien. Fin de série négative du coup pour Avranches, Vincent. Fin de l'embellie de ce début d'année pour le Stade Briochin. Ouais, après, même si effectivement on n'a pas le contenu, on ne sait pas si Saint-Brieuc a été cohérent dans le jeu ou pas. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'il était sur une série
très positive avec 5 matchs sans défaite, un équilibre défensif retrouvé, alors même si aujourd'hui ils n'ont perdu que 1-0, hein, mais ce qui est étonnant c'est qu'ils n'aient pas marqué, parce qu'à chaque match depuis quelques semaines, et depuis l'arrivée de Ben Caïd, en fait c'est vrai qu'à chaque match ils ont toujours marqué des buts. Avranches qui était qu'à un point de la sortie de la zone rouge, suivant les résultats aussi des adversaires directs. Mais en tout cas, voilà aussi, ils ont rayé une belle série de 2 défaites d'affilée en 2023. Encore une fois, Avranches, c'est une équipe aussi qui nous a plu aussi dans ses contenus. On sait que Damien Haute, c'est un entraîneur aussi qui aime jouer, tout comme Karim Mokedem. Donc voilà, maintenant il va falloir lancer une autre série pour Avranches pour vraiment s'extirper de cette zone rouge. Ouais, exactement. Un homme en tout cas du côté de Avranches est encore marqué. Il s'appelle Issan Sako, l'ancien niçois, l'ancien strasbourgeois qui a inscrit sa 6e réalisation. C'est le buteur maison. C'est un garçon qui fait beaucoup de bien en tout cas aux Avranchinais. Une belle pioche du côté du président Guérin. On retourne justement du côté de Fenouillère, Vincent, pour aller retrouver notre ami Aurélien Renaud qui est allé à la pêche aux réactions et nous a livré justement une belle petite réaction à la fin de ce match. Et donc Issan Sako, l'attaquant de l'US Avranches, nous a rejoint. Issan, merci d'être avec nous pour ce tour des stades. Ça a été un match équilibré qui a basculé au bon moment sur un but signé de votre part. Qu'avez-vous pensé du coup de la rencontre de manière générale ? Franchement, je trouve que ça a commencé avec beaucoup d'agressivité. Il y a de la tension dans le match. Après, dans la première mi-temps, je pense qu'on avait les opportunités pour mettre un premier but. Malheureusement, on a manqué de justesse technique dans les derniers mètres. Et en deuxième mi-temps, voilà, on a réussi à concrétiser ce qu'on faisait pas depuis le début de l'année, justement. C'est-à-dire de marquer sur coup de pied arrêté. J'ai la chance d'avoir un partenaire qui a pu me la remettre en retrait et j'arrive à finir. C'était un match important, on l'a dit, redit, c'était un duel entre 2 équipes relégables. Avoir gagné, ça vous donne de l'air, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de combats comme celui de ce soir. Ouais, c'est le championnat national, il est comme ça. C'est des matchs à enjeu à chaque fois, chaque week-end. Maintenant, là, je pense qu'on est toujours premier relégable, on doit être 11e ex-aequo avec Villefranche, justement, qu'on joue la semaine prochaine. Et voilà, chaque match, c'est une finale et nous, on va les prendre un par un. Et on va essayer de gagner chaque match jusqu'à la fin de l'année. Une dernière rencontre dans ce vendredi soir, l'US Orléans accueillait le FC Borgo. C'est l'une des larges victoires de cette soirée, 3-0, net et sans bavure. On va tout de suite aller prendre le chemin du Stade de la Source où nous attend François Poulet, l'excellent François Poulet, il faut le dire, mon cher Vincent. François, bonsoir, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu. Au-delà de ce score large, quel a été le contenu ? Salut Manu, salut Vince, festival offensif ce soir au Stade de la Source, c'est assez rare pour être signalé, une victoire 3-0 pour l'US Orléans face au FC Borgo. Orléans qui n'avait marqué que 5 buts à domicile depuis le début de la saison. C'est dire si on a eu une belle fête ce soir à la Source, le public était conquis. Ça a débuté dès la 20e minute avec un coup franc, alors discutable, notamment du côté de Borgo, mais ce coup franc a amené une main dans la surface de réparation. Penalty donc désigné par l'arbitre. Kevin Fortuné a buté sur Hugo Barbet, mais derrière Fortuné a récupéré ce ballon et donc marqué le premier but pour l'USO. Et en deuxième période, ça a été beaucoup plus compliqué pour les Corses qui sont tombés sur une vaillante équipe orléanaise. Le coach Nicolas Usaï avait demandé à ses joueurs plus de caractère, et bien ils en ont montré, les joueurs de l'USO. Le deuxième but a été marqué par la seule recrue du mercato hivernal, c'est Andreas Untonji qui a donc marqué le deuxième but, bien placé pour mettre ce ballon dans les filets. Et puis le troisième, le petit bijou que vous pouvez voir, il est signé Adrien Dabas sur un corner, voilà, joué au premier poteau, petite touche comme ça qui finit dans le filet opposé, c'était magnifique. Le FC Borgo va continuer forcément de lutter pour son maintien, ça va être très difficile. Le coach nous l'a dit, voilà, il nous a fait découvrir 4 de ses 5 recrues du côté de Borgo, mais voilà, le chemin est encore très très difficile pour les hommes de l'île de Beauté. Et pour Orléans, eh bien, il y a de quoi espérer maintenant entamer une série, puisque c'est la première fois de la saison qu'Orléans réussit 2 victoires consécutives. Merci François. Vincent, le premier enseignement, là, encore une fois, qui saute aux yeux quand on parle de l'US Orléans, c'est que oui, le choc psychologique, l'arrivée de Nicolas Usaï a bel et bien eu, en tout cas, un effet d'embellie sur les guêpes. Oui, parce que là, je crois que c'est la deuxième victoire à domicile de la saison, mais en tout cas, c'est la première victoire aussi nette des Orléanais. Face à une équipe de Borgo qui avait super bien réagi la semaine dernière en s'imposant face à Bourg-en-Bresse. Attention en revanche à Borgo de ne pas se laisser
totalement distancée et de ne pas retomber dans ses travers avec le nombre de buts qu'elle avait encaissé sur ces derniers matchs. Ouais, exactement, c'était 7 points de la sortie de la zone rouge avant le début de cette 19e journée. Forcément, le compteur sera un petit peu plus aggravé aujourd'hui, mais attention à ne pas se laisser décrocher du côté du FC Borgo. J'attire votre attention, Vincent, sur quand même quelques faits. François en a parlé tout à l'heure quand il nous a raconté ce match. Il y a déjà encore un but de Kevin Fortuné. Quelle saison de Kevin Fortuné, parce que les gens étaient sceptiques à son arrivée à l'US Orléans. Il est important dans le jeu et puis il est surtout déterminant dans les zones de vérité. Ouais, c'est toujours le problème en fait quand on est attaquant. Si on met pas 60 buts en 14 matchs, c'est quasiment impossible, mais c'est une image. Les gens diront toujours que les stats, c'est pas ça. Par contre, quand on se penche un peu plus sur son rôle, enfin le rôle qu'il a dans cette équipe, on se dit quand même c'est quand même un sacré joueur parce que c'est un joueur qui joue pour l'équipe. Il peut passer un match comme ça à se déplacer dans tous les sens, à toucher 4 ballons dans le match. On va pas le voir chouiner, protester ou quoi que ce soit. Il va toujours se battre pour le bien de l'équipe. Et puis derrière, en fait, ces petits buts, il les met quand même. Exactement. Et il fait beaucoup de bien, en tout cas, à l'US Orléans, qui, mine de rien, vous l'avez dit tout à l'heure, relance une série très très positive. Et pourquoi pas compter aussi sur l'US Orléans pour jouer les accessites. Ça, on en parlera bien sûr dans quelques semaines si tout ceci vient à se confirmer. Juste le dernier joueur dont je voulais parler, c'est Utunji, excusez-moi, qui a marqué ce soir. Il avait été déterminant dans la victoire face à l'AS Nancy-Lorraine. C'était la recrue voulue par Xavier Collin. Il fait le bonheur aujourd'hui de Nicolas Ouzaï. C'est malheureusement pour Xavier Collin. En fait, je pense que s'il l'avait eu avant, peut-être qu'il y aurait eu de ces 6 matchs nuls à domicile, il y en a peut-être ne serait-ce que 4 qui se seraient transformés en victoire et là aujourd'hui il serait 3e ou 4e. Exactement. Les réactions, justement, François est parti les glaner. Honneur forcément au vainqueur, Nicolas Ouzaï, l'entraîneur de l'US Orléans, et puis on écoutera juste après Alexandre Torres du FC Borgo. Coach, festival offensif ce soir, Orléans n'avait marqué que 5 buts depuis le début de saison à domicile, là 3-0 ce soir. Est-ce que vous avez ressenti le caractère que vous demandiez à vos joueurs? Ouais, c'est bien, on a été patient en début de match face à une équipe qui était organisée différemment de ce qu'on avait préparé, puisqu'on a retrouvé une défense à 5, donc il a fallu être patient et le déclic s'est fait sur un fait de jeu, un penalty. On a assez de réussite puisqu'on marque en 2 temps. Puis après en deuxième mi-temps, on avait la volonté justement de se mettre à l'abri et de continuer à proposer du jeu. Donc c'est très bien. Voilà. On reste hermétique, on garde notre meilleure défense et puis pour une fois on arrive à en mettre 3. Donc très content. Ça a invalidé une bonne semaine de travail, mais on a encore des axes d'amélioration quand même. Donc je suis très heureux. Est-ce que c'est un match un petit peu déclic d'avoir justement les attaquants là qui réussissent à en mettre 3 pour la première fois de la saison? Est-ce que ça peut amener de belles choses, si vous savez lire l'avenir? C'est toujours bien que des attaquants qui étaient un peu dans le doute, parce qu'on montre souvent du doigt les attaquants, mais marquer des buts, c'est pas simplement la responsabilité des attaquants, c'est une question d'animation. Et donc c'est très bien qu'ils aient marqué, et bientôt ils marqueront tous. Donc l'important c'est qu'on puisse avoir des joueurs qui sortent du banc, qui sont capables de faire la différence. Ce soir ça a été fait par les 11 qui ont démarré, donc c'est très bien, mais on sait qu'on a un match difficile la semaine prochaine contre Versailles qui a perdu je crois ce soir, donc voilà, on va profiter et dès lundi se projeter sur le match à venir. Moi, c'est une victoire méritée pour Orléans parce qu'on a manqué un petit peu de poids sur le plan offensif pour pouvoir faire des différences. Après, la sévérité du score elle est un peu forte. Sur la première mi-temps on peut nourrir quelques regrets puisqu'on concède très peu d'occasions et on cède sur une situation litigieuse. On a fait preuve de pas mal de courage. Après, on est obligé, ça nous sort de notre plan de jeu et on est obligé de se découvrir et d'essayer de proposer d'autres pièges sur lesquels on espérait faire tomber Orléans. Mais ils ont bien réagi. Ils ont su mettre un second but qui les a libérés, qui a fait que nous, après, on s'est un petit peu délité dans le jeu. C'est une défaite qu'il faut vite oublier, tout de suite se pencher sur le prochain match. C'est une défaite dont il faut se servir parce qu'il y a aussi plein d'éléments positifs. Je pense qu'on a notamment en première mi-temps fait preuve de pas mal de solidité et concédé très peu d'occasions. On voit aussi qu'en étant un petit peu plus juste techniquement, même en cours de deuxième période, on peut mettre en difficulté Orléans. Maintenant, il faut être un petit peu plus réaliste. Moins délité dans toute la durée du match, ça c'est sûr. Mais il y a quelques éléments positifs à tirer de cette défaite. On a vu 4 recrues sur 5, vous avez fait rentrer tout le monde, toutes les recrues étaient là. Satisfaction, je parle des titulaires, notamment de Coelho et Diabaté derrière. C'est important de montrer qu'on a un groupe qui est plus large et où chacun peut s'exprimer et avoir sa carte à un moment. Il y a eu quelques satisfactions, vous en avez cité quelques-unes.
Un dernier match aura lieu dans cette 19e journée. Il sera retrouvé sur les antennes de Canal Plus Foot. Rendez-vous 21h. Et quel choc entre Le Mans et l'US Concarneau. Alors plutôt que de parler de la situation des deux clubs, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, ça va quand même être une belle soirée de retrouvailles, notamment pour Tristan Boubaya qui évoluait ces dernières saisons du côté de l'US Concarneau, qui est désormais bien sûr au Mans, et puis aussi pour un homme, Fed El Khoumisti. Il était à Concarneau l'année dernière, il avait signé au Mans, c'était le grand buzz de l'été, et puis il est reparti cet hiver du côté de Concarneau. Est-ce que c'est des choses qui comptent, ça, Vincent, les retrouvailles? Oui, ça compte toujours. Alors on dit toujours qu'il faut pas forcément avoir l'esprit de revanche beaucoup trop prononcé, parce que bien souvent c'est là où on loupe ses matchs. Après, il faudra forcément laisser des deux côtés les sentiments un peu de côté, parce que c'est chacune à leur manière. En fait, c'est deux équipes qui ont besoin de se relancer. C'est-à-dire Concarneau qui reste sur 4 matchs sans victoire. Et puis Le Mans qui a perdu à Sedan la semaine dernière. Donc, Le Mans, je dis bien. Le Mans qui a perdu à Sedan. Ouais, donc, du coup, voilà, c'est deux équipes qui ont besoin de se relancer. Deux équipes qui trustent encore la montée en Ligue 2 en fin de saison. Donc, forcément, aujourd'hui, ça sera des points très importants à prendre. Ouais, complètement. Concarneau a l'opportunité, en cas de victoire, en tout cas, de reprendre la 3e place. Et puis, pour Le Mans, c'est surtout de se sortir de ce groupe étau là, qui est à la fois connexe avec les équipes qui peuvent espérer un peu mieux, et à la fois avec la zone de relégation. Il va falloir prendre des points. Ce match aura lieu au stade Marie-Marvin, et donc à retrouver à partir de 21h. Canal Plus Foot, bien sûr, ce sera ce lundi soir. Avant de se quitter, on fait un petit point justement sur le classement pour essayer de mieux comprendre les enjeux de ce match du lundi, mieux comprendre aussi également les effets des résultats qu'on vient d'expliquer, avec en attendant le FC Martigues qui est leader ce soir, 1 point devant le Red Star qui prend la 2e place, qui fait partie des accessites. Le FC Versailles qui redescend à la 3e place, mais qui compte que 1 point de retard sur le Red Star et 2 sur Martigues. Derrière, c'est très serré puisque Concarneau et Dunkerque pointent à la 4e place avec 30 points tous les deux. Cholet qui reste aussi également d'embuscade, le super outsider à la 6e place. Et puis derrière, on va retrouver un autre groupe composé de Bourg-en-Bresse, de Sedan, de Orléans, mine de rien, qui se replace aussi également. Et puis, il faut dire aussi qu'entre Le Mans 10e et la Berrichonne Châteauroux 14e et relégable, on compte tout simplement 5 équipes comprises en seulement 3 points. Il va y avoir du dégât, ça va être très compliqué jusqu'au bout. On a senti ce soir, Vincent, la tension quand même sur chacun des terrains, parce que l'enjeu il est de plus en plus prégnant, et l'enjeu, on le voit dans cette zone de relégation. Avranches est relégable, Châteauroux est relégable, Le Puy est relégable, tout comme le Stade Briochin, le Paris 13 et le FC Borgo. On a la sensation, je vous demande votre avis, ça sera ma dernière question, on a la sensation que peut-être dans ce mois de février, à la fin de ce mois de février, on pourrait y voir un tout petit peu plus clair, sans forcément vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. On pourra y voir un tout petit peu plus clair, mais je pense qu'il faudra encore un petit peu nettoyer les lunettes jusqu'à la fin de saison pour y voir vraiment beaucoup mieux. Et voilà, le sens de la formule. Vincent Magnès dans le texte, les amis. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Le championnat national reprend. Ce sera dès le week-end prochain, vendredi 10 février sur FFF TV et lundi 13 sur les antennes de Canal Plus Foot. Merci d'avoir été avec nous. Restez fidèles au championnat national, aux réseaux sociaux de la Fédération française de football et à toute la programmation qui vous est prévue, notamment cette semaine. Salut les amis, ciao.